Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour commencer, je tenais à faire un petit retour puisque j'ai fait des formats vlog pour la première fois il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu de nombreux retours, ils sont très positifs, visiblement c'est un format qui vous plaît bien. Donc eh bien je me suis dit que c'était un format que du coup j'allais refaire. J'avais peur de pas accrocher au format, de pas y arriver, mais en fait je dois avouer que je me suis vraiment éclatée à tourner ça, c'était assez sympa, franchement c'était cool. Donc je pourrais pas vlogger toutes les semaines parce que je pense que je saurais plus quoi vous dire à la fin. Je veux dire, il y a un moment, voilà, mon métier n'est pas en rapport avec les livres, donc il y a un moment je pourrais pas vlogger toutes les semaines, mais je me suis dit que faire une semaine par mois, un truc comme ça pourrait être assez cool. Et puis bah, évidemment j'ai eu énormément de retours sur Loki, la naissance du poulain. Et donc j'ai d'autres images, on a pas mal d'images. Donc je vous ferai une vidéo spéciale autour de sa naissance. Il y a quelques images au niveau de sa naissance, mais le temps que j'arrive, il avait déjà sorti, enfin elle lui avait déjà sorti la tête et les pattes. Mais bon, je vous mettrai quand même ce qu'on a, je vous ferai vraiment une vidéo que sur lui. Et puis bah, vu l'engouement que vous avez pour lui, bah, je pense qu'on continuera à le suivre assez régulièrement. Je vous remettrai des images dans les vlogs, je vous referai des vidéos sur lui parce que bon bah il va grandir très vite. Hein. Un poulain à la naissance pèse à peu près 50 kg, en tout cas pour sa race. Et à un mois, il en fera déjà 150. Donc voilà, ça va très vite. Donc bah, on filme assez régulièrement parce que c'est vrai qu'on a envie de garder des images de lui. Donc voilà, j'essaierai de partager tout ça avec vous le plus possible. En tout cas, c'était génial de pouvoir partager ça avec vous et les retours que j'ai eus sont assez extra. Donc voilà, je pense que je continuerai le format vlog, mais on se retrouve aujourd'hui pas du tout pour un vlog, mais pour vous présenter les sorties livresques du mois de juin. En tout cas, comme d'habitude, celles que moi j'ai notées qui m'intéressent, il y en a encore un paquet. Et bah, vous le savez, en général, juillet-août c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de sorties forcément. Mais là pour le mois de juin j'avoue qu'il y en a quand même encore. Donc j'ai mon ordi qui est là avec toutes les sorties que j'ai notées et on va commencer du coup tout de suite. La première sortie, je n'ai pas sa date exacte, c'est une sortie chez la nouvelle maison d'édition Crainte Chimère. Il va s'agir d'Ombre et de Cendre par J. Kamedeskas. Donc ce roman est de la dark fantasy dans laquelle nous allons suivre un personnage, le personnage d'Edis, qui est humaine et qui est, d'après ce que j'ai compris, servante dans une très prestigieuse maison. Elle n'est pas que une simple domestique complètement méprisée au demeurant, mais elle est aussi ce qu'on appelle une ombre, une sorte d'espionne, d'assassin, courtisane. Elle revêt un petit peu toutes les formes, durant que cela peut apporter de la gloire à ses maîtres. Je pense qu'elle est un petit peu à la recherche de liberté, je pense que c'est un personnage qui va être tiraillé entre les ordres, son devoir, etc. et le fait de ne pas tomber dans l'autre côté, probablement sauver ses proches ou quelque chose comme ça. Je n'en sais pas plus, mais en effet c'est de la dark fantasy. Honnêtement, allez voir la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle donne envie en fait par rapport au livre et je pense que à un moment ou à un autre je me procurerai cet ouvrage. Donc ensuite on va passer au 1er juin et au 1er juin va sortir une nouvelle parution des éditions Plume Blanche, De Larmes et de Cendres, le tome 2 d'Ehan, et c'est écrit par Oksana Hope. Si je ne me trompe pas, le tome 1 de cette série c'était Polonia, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi ici c'est de la dystopie où vous êtes dans une ville au moins, je ne sais pas trop, où tous les habitants ne vivent que pour leur chef suprême parce qu'ils sont persuadés que s'il n'était pas là, rien ne pourrait exister. Et évidemment un jour vous allez rencontrer deux personnages qui s'appellent Polonia et Yon je crois, et qui par des circonstances que je ne connais pas vont probablement se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Ensuite toujours le premier, c'est une parution chez Livresse Édition avec Aqual, le secret de l'île originelle, et c'est écrit par Aurélie Jeunet. Aqual, c'est en fait la magie de l'océan. Et nous allons rencontrer un personnage du nom de Éléonore qui a priori ne possède pas cette magie de l'océan, ce qui va la condamner à devoir rester sur Terre. Et c'est une situation que cette jeune femme
au fort tempérament, semble avoir beaucoup de mal à accepter. Donc après, ce que j'ai compris, c'est qu'on va essayer de lui imposer un mariage, donc ça va lui plaire encore moins, et elle va donc se grimer en garçon afin de pouvoir embarquer sur un navire. Et là, je pense qu'elle va vivre de nombreuses aventures, notamment elle va aller sur l'île originelle, qui serait la source de cette magie appelée Aqual. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air quand même super original, donc ça peut être à découvrir. Le 1, toujours une maison d'édition que je ne connaissais pas, puisqu'il s'agit des éditions Kellac, si je prononce bien. Et le tome à paraître s'appelle L'héritage des fées, c'est le tome 1, Clair de lune, et c'est écrit par Delphine Gwen. Donc ici nous sommes dans de la fantasy, dans un royaume où les fées ont existé, en tout cas 5 siècles auparavant. Les fées habitaient un royaume enchanté, et il semblerait pas qu'ils aient disparu, mais en tout cas que le royaume est périclité. Mais les fées restant immortelles, on peut supposer qu'ils vont faire leur retour. En tout cas, il semble qu'ils soient dans l'ombre à tisser le destin de 2 protagonistes, du nom de Gwes et Elia, qui peu à peu vont découvrir finalement le pouvoir des fées. Donc Gwes, c'est un guerrier qui cherche, je crois, sa place dans l'armée royale. Quant à Elia, c'est la fille d'un seigneur de campagne qui développe des pouvoirs de guérisseuse. Donc je pense qu'on va suivre un combo guerrier-guérisseuse dans de la fantasy avec des fées, etc. Je n'en sais pas plus. Mais voilà, c'est une petite maison d'édition. Je ne connaissais pas du tout, donc je tenais à partager ce livre avec vous parce que je gage qu'on ne va pas le voir passer partout. Ensuite, on va passer au 2 juin. Donc, le 2 juin, les éditions Brajlon font énormément de sorties. Je crois qu'ils appellent ça 10 ans, 10 euros, 10 livres. Donc là, je sais pas si c'est pour les 10 ans ou les 20 ans, parce que je sais qu'ils le font aussi quand ils ont 20 ans, où ils rééditent des livres qui ont été édités auparavant, et ils les mettent à 10 euros et les couvertures sont, ma foi, très très belles. Donc eh bien j'en ai noté quelques-unes, donc sans rentrer vraiment dans les détails. Je ne vais pas forcément vous parler exactement du pitch, vous redire ce qui ressort chez Brajlon ce mois-ci. Donc le premier, c'est un Mathieu Gaborit avec les chroniques des Féales, et donc c'est une intégrale des 2 ou 3 tomes des chroniques des Féales. Là, on est dans de la fantasy et je crois qu'on y parle phénix. Je n'en sais pas plus puisque je ne l'ai pas lu, mais j'avoue que ce roman m'attire énormément. Ensuite, c'est l'intégrale de Leylan par Magali Segura qui va aussi sortir le 2 juin chez Brajlon dans la collection à 10 euros. C'est de la fantasy, c'est pareil, je ne l'ai pas lu, mais ça peut être l'occasion justement de découvrir parce que vraiment 10 euros pour l'intégrale, donc les 2 ou 3 tomes, je ne sais pas combien il y en a, franchement ça vaut le coup. Ensuite vous avez Horde, l'intégrale par Laurent Généfort, je crois. Donc là on est dans de la fantasy où on va suivre un guerrier qui est ce qu'on appelle le fléau des démons, donc je pense qu'on y parle évidemment créatures démoniaques, etc. Pareil, je ne l'ai pas lu, mais j'avoue que là aussi c'est quand même un roman qui me fait vraiment beaucoup envie. Vous avez l'intégrale du Roi Squelette de Serge Brussolo, que je n'ai pas non plus découvert, qui va sortir ce mois-ci chez Brajlon, en réédition 10 euros. Donc là, vous êtes dans un monde, vous allez rencontrer le Roi Squelette, qui a usurpé le trône et qui règne à l'aide de ses démons, parce qu'apparemment, ils ont endormi les dieux. Et donc, évidemment, le royaume est en proie aux pires abominations, et on peut supposer que des héros vont se battre pour essayer de libérer le royaume de ce joug. Toujours dans cette série, vous avez Ayesha écrit par Ange. Et ici, on rencontre un peuple qui est réduit en esclavage et dont le seul espoir est une prophétie qui parle d'Ayesha, la déesse, qui va rendre la liberté à ce royaume. Et donc bien évidemment on va suivre un personnage, on va se demander si elle est la réincarnation d'Ayesha. Voilà, donc c'est ce que j'ai noté sur les rééditions 10 ans de Brajlon. Elles me font toutes très envie pour être honnête. Je ne sais plus s'il y en a d'autres ou pas, moi je vous ai noté celles qui moi me faisaient personnellement de l'œil. Ensuite, le 2 juin toujours, vous avez aussi Hachette qui va sortir un nouveau roman avec le cycle du corbeau tome 1, la prophétie de Glendower par Maggie Stiefvater. Ici nous allons rencontrer le personnage de Blue Sargent, je crois, qui accompagne sa mère qui est une clairvoyante, et a priori sa mère est capable de voir les esprits des futurs morts.
Donc apparemment elle voit les esprits des gens avant qu'ils soient morts. Et donc, eh bien, normalement, Blue n'est pas censé avoir ce don, sauf que un jour, un jeune homme va lui apparaître et s'adresser directement à elle. Ce jeune homme est en fait dans sa vie actuelle, étudiant à l'académie, je crois, excusez-moi, Aglion Bay, c'est ça, qui est une école privée. Et donc en fait, normalement elle s'en approche pas parce que les étudiants là-bas sont connus pour ne ramener que des ennuis aux gens et on les appelle les corbeaux. Mais eh bien malgré tout, elle se sent irrésistiblement attirée par ce jeune homme sans qu'elle sache pourquoi, à part évidemment qu'il a tout pour lui. Puisqu'il a une fortune familiale, un visage d'ange, des super amis, bref, la vie rêvée. Mais en fait, elle va surtout être intriguée parce qu'il semble que ce jeune homme, aidé de 3 autres corbeaux, donc 3 autres étudiants, soit à la recherche, en quête de quelque chose d'autre. Et ça va poser des problèmes à Blue, puisqu'il semble que d'ici loin qu'elle se souvienne, elle sait qu'elle va causer la mort de celui qu'elle aime. Elle pensait que ce serait jamais un problème parce qu'on peut imaginer que c'est un personnage assez solitaire, mais je pense que sa rencontre avec ce jeune homme et ses 3 amis va un petit peu changer la donne. C'est assez mystérieux, hein. Je sais pas trop dans quoi on parle, mais si je ne dis pas bêtise, je crois qu'en VO il a eu de très bons retours. Donc moi perso je vais attendre de voir ce qu'il est dit sur ce livre avant de l'acheter et de voir un petit peu de quoi ça parle. Ensuite, toujours le 2 juin va paraître Antemortem par Elodie Lemaire chez Livresque Éditions. Ici on est à Paris et on se retrouve de nos jours dans notre monde entre guillemets, à cela près que l'on sait que les vampires existent. Nous allons rencontrer ici Alban qui est désigné en fait pour intégrer une multinationale qui vient d'inventer la crème anti-rides qui va révolutionner le marché, sauf que eh bien, on s'est rendu compte que des vampires disparaissent. Évidemment, la rumeur court qu'ils seraient kidnappés par la multinationale afin d'être vidés de leur sang pour bien participer à la production de cette fameuse crème anti-âge. Donc Alban va devoir intégrer cette multinationale pour en savoir un peu plus. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Le pitch est assez basique, voire un peu caricatural avec la crème anti-âge qui est probablement à base de sang de vampire ou je ne sais quoi. Mais c'est à voir comment c'est tourné, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est bien fait, etc. Donc eh bien, pourquoi pas, franchement perso, j'attends de voir. Ensuite on va passer le 3 juin et c'est les éditions de L'Homme sans nom qui font une nouvelle sortie avec L'effet coccinelle de Yann Bécu. Ici on va être dans une histoire où la preuve de l'existence de Dieu a été prouvée. Alors tout le monde le premier soir est super content, machin, c'est bon, on a prouvé, il existe. Sauf que après va se poser une autre question. Dieu existe, oui, mais lequel ? Et là honnêtement je vais vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien écrite, en tout cas moi elle m'a fait très envie, donc autant que je vous la partage directement parce que je pense que je n'arriverai pas à retranscrire cette 4e comme il faut. Le lancement de l'Homo sapiens c'était une idée pourrie, génétiquement trop instable. Le service créa avait prévenu dès le début, il préférait de loin le projet Bonobo. Question score de paix, une vraie promenade. Bonobo sapiens aurait signifié la résolution du moindre conflit par le sexe. Chantier pépère en somme. Tu parles, les boss du 33e étage n'avaient rien voulu entendre. L'Homo sapiens c'était parfait pour eux. Audacieux, vendeur et tellement sexy sur le papier. Sur le papier peut-être, mais sur le terrain. Parce que nous autres, on est les techniciens, les larbins de la création, les boueux comme ils disent en haut lieu. Siècle après siècle, on patauge dans ces eaux crapoteuses. Et chaque fois qu'on prend possession d'un corps ici-bas, on en paye le prix. Coup de chaud, coup de froid, coup de pompe, coup de blues, coup de foudre, toute la chimie humaine s'impose à nous, alors forcément, il arrive qu'on gaffe. Or, notre récente bourde risque de coûter cher. Si on ne la rattrape pas très vite, l'humanité va droit dans le mur. Adieu, triple A. Adieu, Homo sapiens, et bonjour les sanctions. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi honnêtement je trouve que c'est assez sarcastique, c'est assez cynique dans la façon dont c'est écrit, ça a l'air bourré d'humour et si tout le roman est comme ça, moi perso c'est le genre de roman auquel j'adhère totalement, donc celui-là c'est certain, je vais me le procurer. Toujours le même jour, une sortie qui va être très attendue puisqu'il s'agit d'un nouveau Vie Schwab chez Lumen avec La vie invisible d'Adi Larue. En 1714, une jeune femme totalement désespérée va somme toute passer un pacte avec le diable. Alors certes, elle aura le droit de vivre éternellement, mais en échange, personne ne se souviendra d'elle.
Personne ne se souviendra de son visage, personne ne se souviendra de son nom. Elle se retrouve condamnée à traverser les siècles, sans pouvoir parler d'elle, sans pouvoir raconter son histoire. Effacée de la mémoire de tous les gens dont elle croise la route, en somme, elle n'est guère plus qu'un fantôme. Et puis un jour, au bout de 300 ans, elle va pousser la porte d'une librairie de New York, et là, un miracle qu'elle n'avait pas encore vécu, l'homme derrière son comptoir va la reconnaître. Pourquoi un tel miracle? Est-ce que c'est vraiment un miracle ou un piège? Je suppose qu'on va le découvrir. Je ne sais pas exactement dans quoi ça va nous embarquer, mais j'ai quand même hâte d'avoir des retours sur ce livre pour en savoir un petit peu plus. Les premiers retours que j'ai vus sur La vie invisible d'Adi Larue étaient très bons, je crois. Donc, eh bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert, vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Vi Schwab a écrit par exemple Vicious, elle a écrit avec les 4 Londres là, comment ça s'appelle? Shadows Magic, et elle en a encore écrit d'autres en jeunesse dont j'ai oublié, il y a un Cassidy quelque chose. Elle a écrit pas mal de romans et elle est très très appréciée. Donc c'est son nouveau roman, je sais pas dans quoi ça va partir, mais ça peut être super original. 3 juin, toujours Ariel Holz nous sort encore un nouveau roman, si ça c'est pas un auteur prolifique, avec Temps mort qui va paraître chez Slalom. Du coup Temps mort, je crois que c'est de la jeunesse ou au moins du young adulte, je ne sais pas exactement. On va se retrouver à Paris et je pense qu'on va aller visiter les catacombes. On va rencontrer ici Léo, 17 ans, qui est sur les traces de son grand-père. Je n'en sais pas beaucoup plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il va tomber dans une fontaine des catacombes et qu'il va se retrouver dans une réplique négative de Paris. Bref, fantastique quand tu nous tiens. Le périmonde, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est un territoire où le temps n'a pas de prise et où le soleil est noir. Sur Périmonde règnent des clans au pouvoir qui semblent assez puissants. Mais Léo apparemment ne va pas avoir d'autre choix que de les affronter lors de ce que l'on appelle la chasse sauvage, une sorte de course contre la montre où tous les coups sont visiblement permis. Il va visiblement rencontrer un personnage qui semble là pour l'aider, mais est-elle vraiment là pour l'aider? En tout cas, c'est du Ariel Holz, je pense que ça va être écrit avec son goût habituel, sa façon d'écrire habituelle, son humour et son côté un petit peu noir décalé habituel. J'avoue qu'il me fait excessivement envie, même si j'ai déjà dans ma palle de Ariel Holz que je n'ai pas encore lu. Le même jour va sortir chez PKJ Fear Street, tome 1, La disparue, écrit par Robert Lawrence Stein. D'après ce que j'ai compris, Fear Street c'est un film ou une série aussi sur Netflix. Je suis passée complètement à côté, après je suis pas très télé, mais bon, du coup je n'avais aucune idée de quoi pouvait bien parler ce roman, donc évidemment j'ai lu la 4e de couverture pour en savoir un peu plus. Ici, je pense que nous sommes dans du jeunesse et nous allons rencontrer Cory, qui est l'un des élèves les plus populaires de son lycée. Sauf que dans son lycée va arriver la mystérieuse Anna, à la beauté irréelle, à la pâleur sans nom, et Cory apparemment va se retrouver complètement envoûté par la jeune femme. Je pense qu'ils vont finir par sortir ensemble, mais c'est à tel point, il est tellement obsédé par cette jeune fille, par ses baisers, par tout ce qui tourne autour d'elle, qu'il va jusqu'en perdre le sommeil. Et puis un jour, Anna va disparaître et Cory va tout faire pour percer le secret de cette jeune femme parce que malgré tout, il a compris qu'il y avait quelque chose avec elle. Et donc il semble qu'il soit obligé de se rendre dans la très inquiétante Fear Street et on ne sait absolument pas s'il va réussir à sortir de là indemne. Le 4 juin, on n'avance pas vite, hein, vous avez vu qu'il y a énormément de sorties en début de mois, c'est chez Alter Real maintenant que va sortir une nouvelle parution avec le Bureau fédéral de la magie, le tome 2, Les souhaits d'une furie, et c'est écrit par Annabelle Chase. Ici dans ce tome 2, nous retrouvons notre héroïne qui rentre chez elle à Chipping Cheddar, je crois, sauf qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui va se passer, puisque à chaque fois que vous allez faire un vœu, il va se réaliser. Sauf qu'il faut mieux faire attention aux vœux que l'on souhaite. Et notre jeune héroïne, en tant que membre du Bureau fédéral de la magie, va évidemment être chargé de remettre de l'ordre dans ce joyeux bordel. Parce que oui, comme ça fait un petit peu conte de fées, tous les vœux qui se réalisent, mais croyez-moi, en fonction des vœux souhaités, le conte de fées peut très vite se transformer en cauchemar. Je n'en sais pas beaucoup plus, je n'ai pas encore découvert cette série, je pense, en plus je ne connais pas la maison d'édition Alter Real, et je pense que le premier tome de cette série
pourrait être une très bonne façon de commencer, puisque c'est d'urban fantasy basé sur l'humour. Vous savez, j'aime bien lire ça, je dirais manger. C'est vrai que je prends ça un petit peu comme des friandises, ces livres-là. Mais voilà, j'aime bien en lire de temps en temps, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est pas prise de tête. Donc pourquoi pas, eh bien, découvrir cette série. Le 7 juin, je suis trop contente, c'est le jour de mon anniversaire et va sortir le tome 3 de Fallen Academy, 3e année, et c'est écrit par Leah Stone et c'est à paraître chez MMM Bookmark. Si vous regardez mes updates lecture, vous le savez, c'est une série que j'aime beaucoup, c'est du fantastique young adulte. C'est pas sans défaut évidemment, mais c'est drôle, je passe un très bon moment, j'aime bien la façon dont c'est tourné, le folklore et tout, même si on n'est pas... le livre ne nous épargne pas certains clichés, franchement j'adore, je trouve ça très rafraîchissant, j'aime beaucoup suivre cette série malgré ses petits défauts, et du coup je suis joie et bonheur qui sortent le jour de mon anniversaire. Je trouve ça plutôt très très cool parce que c'est l'une des sorties que j'attendais le plus. Le 9 juin maintenant, et c'est toujours chez MMM Bookmark, avec le tome 2 de Tori Dawson, Magie Noire et Daikiri, et c'est écrit par Annette Marie. Idem, je pense que la 4e de couverture est quand même bien écrite. En fait, elle donne une idée du ton un petit peu humoristique du roman. Donc pareil, je pense que je vais plutôt vous la lire que de vous raconter, parce que sur ce genre de livre, je trouve que c'est... En fait, si vous accrochez à l'humour, vous accrochez pas. Donc je trouve ça plus explicite de vous lire les 4e. Vous vous demandez comment j'ai fait pour me retrouver à quasiment supplier le mage noir le plus terrifiant de la ville de m'enlever? Moi aussi. Tout a commencé quand j'ai décroché par accident ce fameux poste de barmaid dans une guilde peuplée de mages, d'enchanteurs, d'alchimistes, de sorcières et de psychiques. Et alors que je ne demandais rien à personne, mes petits chouchous, 3 mages sexy, puissants et généralement charmants, m'ont demandé de l'aide. Est-ce qu'ils voulaient que je leur fasse profiter de mes connaissances encyclopédiques en matière de cocktails? Bien sûr que non. Ils ont préféré m'emballer dans un joli paquet cadeau et se servir de moi comme appât pour forcer un meurtrier à sortir de sa cachette. Bien sûr, comme je dois pas être tout à fait normale, j'ai accepté de jouer le jeu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là, sur le point de me faire enlever. Oh, et notre super plan pour capturer Monsieur Vilain? Il s'est monumentalement cassé la gueule il y a 2 minutes. Rappelez-moi pourquoi j'ai accepté de faire ça déjà? Donc voilà, vous voyez, ça vous donne quand même une idée. Et c'est pareil, Tori Dawson, j'ai pas encore découvert, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ensuite là, c'est toujours chez MMM Bookmark, je connais pas du tout. Ça s'appelle Les Dragories, c'est le tome 2 qui s'appelle Se fondre dans la nuit et c'est écrit par Ben Alderson. D'après ce que je comprends, nous sommes dans de la fantasy où nous allons rencontrer le personnage de Zachria qui va être appelé dans une ville elfique afin de rejoindre des rangs de guerriers métamorphes. Sauf qu'il semble que Zachria ne soit pas un métamorphe. Je pense que ça va donc poser des problèmes, d'autant que Zachria essaye tout simplement d'oublier le garçon qui lui a brisé le cœur, donc je pense qu'il n'est pas forcément dans une forme sublime, mais je crois qu'il n'a pas vraiment le choix et qu'il est censé faire ce qu'on lui dit. Et donc eh bien Zachria va se retrouver dans cette sorte d'armée, il va rencontrer de nouveaux amis et apparemment il va être pris dans une guerre entre 3 continents elfiques. Donc voilà, il semble que Zachria ne soit quand même pas tout à fait normal, qu'il ait un pouvoir et qu'il va devoir apprendre à maîtriser son pouvoir afin de pouvoir, d'après ce que j'ai compris, sauver les gens qu'il aime. Je sais pas du tout, je ne sais pas du tout, pour l'instant c'est vrai que chez MMM Bookmark j'ai pas été déçue sur ce que j'ai lu, donc bien pourquoi pas, si certains d'entre vous ont déjà découvert le tome 1 de cette série, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Toujours le même jour va sortir En sang. C'est écrit par Johanna Marines et c'est à sortir chez Snag. Donc Johanna Marines avait déjà écrit Oxygène chez Snag et Cendre aussi je crois. Je n'ai pas découvert ces 2 précédents romans, mais en tout cas ce 3e comme les 2 premiers me font bien envie. Ici nous allons nous retrouver en 1919 à la Nouvelle-Orléans. Nous avons un tueur en série qui s'appelle le tueur à la hache qui sévit et on va retrouver le corps d'une jeune femme atrocement mutilée. Sauf que la mutilation n'est pas la seule caractéristique du cadavre puisqu'on va retrouver des étranges notes de musique sur son corps ainsi que des plumes métalliques plantées dans son dos. Et donc on va rencontrer 2 inspecteurs qui vont enquêter, qui vont se demander si il s'agit du tueur à la hache ou si ils n'ont pas un 2e tueur sur les bras. Et je n'en sais pas beaucoup plus, mais je crois qu'on va suivre aussi le personnage de Grace qui est une cartomancienne, et donc évidemment le tout dans l'atmosphère du bayou de la Nouvelle-Orléans du début du siècle dernier.
Ensuite, on va passer au 10 juin avec une sortie qui me fait aussi extrêmement envie puisqu'il s'agit du tome 2 de Vampiria, La Cour des Miracles. C'est écrit par Victor Dixon et c'est apparaître dans la collection R. Si vous vous souvenez bien, ici nous sommes en 1715, l'année donc où le roi Louis XIV aurait dû mourir. Sauf que dans cet univers, il ne meurt pas puisqu'il se transforme en vampire afin de devenir le roi des ténèbres. Et donc depuis cet âge, donc ça fait 200 ans je crois, il règne sur la Vampiria qui rassemble donc la France et tous les peuples aux alentours. Donc déjà ici, on y parle Versailles, Louis XIV et vampire. Déjà, rien que ça, moi, le tome 1 m'avait acheté. C'est dans ce contexte que nous allons rencontrer Jeanne Froidelac, qui à la base est une roturière et qui, par des événements que je vous laisse découvrir notamment dans le tome 1, va se retrouver catapultée à la cour de ce roi soleil. Et donc, eh bien, la jeune femme se retrouve prise dans les intrigues des vampires, dans les trahisons des autres personnes qui sont avec elle dans cette espèce d'école de formation, je ne veux pas trop vous en dire. Bref, évidemment, Jeanne va juste essayer de survivre, puisqu'à la base, elle n'avait pas demandé grand-chose, mais eh bien, elle va vivre de nombreuses aventures, et on va suivre la suite dans ce tome 2. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. Le tome 1 n'était pas sans défaut, voilà, dans ce que je me souviens. Il était très très bon, mais il n'était pas sans défaut. Ceci étant dit, j'avais quand même beaucoup aimé, même si le défaut majeur pour moi était le personnage de Jeanne, que je trouvais quand même très égoïste. Voilà, je peux pas trop vous en dire. Donc j'espère que la jeune femme va quand même évoluer dans ce deuxième tome. En tout cas, c'est sûr, c'est certain, je vais me procurer ce tome 2 de Vampiria. Et le 10 juin aussi, après Victor Dixon, c'est Karina Rosenfeld qui va sortir un nouveau roman avec Terre, ou Terre S, je ne sais pas, je pense qu'on dit Terre. Apparaître, je ne sais plus où parce que je ne l'ai pas noté, donc je vous laisse regarder sur la couverture du roman. Et ici, on va se retrouver dans de la science-fiction. On va rencontrer Clara, qui en explorant le multivers va découvrir des centaines de versions de l'humanité. Car oui, en effet, à la base, Clara vient de la Terre 0. Je pense que c'est la Terre de base. Et tout autour, il y a des mondes parallèles. Et la mission de Clara est de trouver une nouvelle Terre viable pour l'humanité de la Terre 0. C'est pour ça qu'elle navigue d'une dimension à l'autre, qu'elle ne sait jamais dans quoi elle va tomber, sur quel paysage, quelle rencontre, quel danger, etc. Déjà, si on a une partie du roman qui nous raconte ça, je trouve que ça peut être super original parce que Karina Rosenfeld a quand même une imagination débordante. Mais il y aura aussi un petit peu de mystère puisque à chaque fois elle va recroiser la même version, en fait ce même homme roux dans chaque version de l'humanité. Évidemment elle va se demander pourquoi est-ce qu'il a un lien avec elle, etc. Le 11 juin, les éditions Inceptio vont nous offrir le deuxième et dernier tome de Eden Island, Si loin du paradis, et c'est écrit par Anna Klestel. Ici, nous sommes sur Terre, il y a eu un énorme cataclysme qui a provoqué une montée des eaux qui a englouti la plupart des continents et seules quelques petites îles ont réussi à rester en dehors des flots, ça et là, et les quelques humains survivants font comme ils peuvent en fait sur différents îlots. L'une de ces îles abrite l'île d'Eden Island où tout n'est qu'harmonie, beauté, où tout se passe pour le mieux, et c'est sur cette île qu'on va rencontrer le personnage d'Analia qui pour elle, à son sens, vit une vie totalement parfaite. Petite vie parfaite qui évidemment va être bouleversée le jour où elle va rencontrer Aylan qui est nouvellement arrivé sur l'archipel puisque lui vient d'une autre île. Et il semblerait que Aylan lui montre un petit peu le côté sombre de son île et qu'elle se rende compte qu'Analia va se rendre compte que tout n'est pas aussi beau et brillant qu'elle le croit. Bref, c'est de la dystopie. J'avais bien aimé le tome 1, je trouve qu'il a un côté très très original, c'était sympathique. Donc j'ai bien envie de découvrir cette suite et cette fin qui sera apparaître le 11 juin, je crois que je vous ai dit. 17 juin, du coup, là aussi, une sortie que j'attends avec grande impatience puisque je viens de finir le tome 1 et que je l'ai dévoré, que j'ai complètement adoré, avec le tome 2 de Nevernight, Les Grands Jeux, écrit par J. Christophe et apparaître chez De Saxus Éditions. Alors, dans cette histoire, vous rencontrez Mia Corveret, dont la famille a été totalement massacrée par la puissance en place.
je ne vais pas trop vous en dire. Et du coup, la seule chose qui anime Mia depuis cette époque, c'est la vengeance. Et donc, eh bien, elle a été recueillie par un homme qui va la préparer pendant 6 ans afin qu'elle soit prête à rejoindre une école d'assassins. Et du coup, dans le tome 1, eh bien, elle va rejoindre cette école et elle va simplement essayer de parvenir au bout de cette première année de formation. Ça consiste tout simplement à survivre, hein, parce que vous avez des épreuves plus meurtrières les unes que les autres, et puis bah, vous êtes dans une école d'apprentis assassins. Autant vous dire que les camarades de classe ne sont pas les personnes les plus gentilles du monde. J'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est le genre des livres, ça passe ou ça casse, parce que c'est hyper sarcastique, hyper cynique, hyper cru. Donc si vous n'accrochez pas, en fait, vous avez vraiment, on vous prévient dès la première page. Si vous n'accrochez pas à la première page, vous n'accrocherez pas au roman parce que tout est aussi cru. Mais moi, j'ai dévoré, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de retrouver ce tome 2. Franchement, ok, il fait 750 pages, mais en fait, il se dévore. Bon, j'étais très fatiguée, donc il m'a fallu quand même une bonne semaine pour le lire, mais malgré tout, c'est super. Le 23 juin, une nouvelle parution, encore une fois chez Bookmark, toujours aussi prolifique, avec Alicia Smith, le tome 1, toujours se méfier du vampire qui dort. Là, je pense qu'on repart dans de l'urban fantasy humoristique. Et avant que j'oublie, c'est écrit par Julie Sorel. Ici, nous rencontrons le personnage d'Alicia qui a 2 particularités. La première, elle est excessivement douée en magie. La deuxième, elle est particulièrement exaspérante. De plus, sa morale laisse un petit peu à désirer puisqu'elle gagne sa vie surtout en arnaquant les pauvres humains à qui elle fait des tours de passe-passe lors de séances de spiritisme. Mais elle a quand même, comme on vous l'a dit, des pouvoirs et donc elle loue aussi ses pouvoirs de nécromancienne au surnaturel. Tout allait pour le mieux dans sa vie jusqu'à ce qu'elle accepte un boulot un petit peu foireux puisqu'elle a fini par réveiller un vampire prisonnier d'un sort. Donc on peut s'imaginer qu'en général quand vous mettez quelqu'un prisonnier, c'est que vous avez quand même une bonne raison. Mais Alicia n'a pas vraiment réfléchi et pour le coup ça pourrait lui coûter très cher. Le même jour, une sortie aux éditions du Chat Noir avec un nouveau roman par Mina M. Il s'agit de Rêver double. Je pense que c'est un roman graphique puisque c'est ce qu'avait fait Mina la dernière fois. Puisque Mina à la base est une illustratrice très très grand talent, elle fait énormément d'illustrations aux éditions du Chat Noir. Ici on va rencontrer Alcidi, une jeune femme qui prend 15 ans, qui a je crois tendance à se réfugier, on vous dit, dans un ailleurs enchanteur. Elle fuit un petit peu la réalité, mais à tel point que lorsqu'elle a 15 ans, le rêve et la réalité, tout commence à se confondre un petit peu. Les mondes s'entremêlent et Alcidi perd un petit peu toute notion du temps, d'espace. A priori, de ce qu'on vous dit, elle va se noyer dans son propre esprit, mais elle va se retrouver guidée par d'étranges créatures et elle va glisser dans un univers illuminé par ce qu'on appelle un crépuscule éternel que l'on appelle le clair-obscur. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas où on va, c'est Mina M, donc ça risque d'être très poétique et s'il y a des illustrations, ça risque d'être magnifique. Donc voilà, eh bien c'était le dernier roman que j'avais à vous présenter pour ces sorties livresques du mois de juin. Comme vous voyez, c'est encore un mois où il y a pas mal de sorties. Pour juillet et août, je ne sais pas si on va se retrouver parce qu'en règle générale, il y a quand même très très peu de sorties. Donc eh bien, je vais bien voir comment ça se déroule. S'il y a des trucs sympas, je vous referai une vidéo. Et bien sinon, pour les sorties livresques, on se retrouvera pour le mois de septembre. Mais ne vous inquiétez pas, de toutes les manières, eh bien, on se retrouvera en update lecture, en book haul, en vlog, tout ce que vous voulez. Et en attendant, à tous et à toutes, je vous souhaite d'excellentes lectures, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.